Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain Debru et je suis doctorant à l'Université de Grenoble. Alors, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est plutôt par rapport à ma participation à la commission éthique et déontologie de la recherche de l'AFM. Comme vous le savez certainement, cette commission, elle a pour objectif d'aider et d'accompagner les chercheurs dans leur réflexion éthique et déontologique, que ce soit pour la conduite d'une recherche ou bien dans le processus de publication d'articles. Aujourd'hui, moi, je vais plutôt me focaliser sur le versant recherche et je vais essayer de vous partager l'expérience que j'ai eue durant ma thèse sur le recours à un comité d'éthique pour la recherche afin de valider un de mes protocoles de recherche. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, étape par étape, comment tout ça s'est passé à partir du moment où je me suis rendu compte que je devrais passer à un comité d'éthique jusqu'au moment où ce comité d'éthique a validé mon protocole de recherche. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, je vais vous présenter brièvement le contexte de ma recherche. Alors, dans ma thèse, moi, je m'intéresse à la gestion des activités physiques et des comportements sédentaires chez des adultes défavorisés. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet qui était issu de la première phase de ma thèse où j'essayais de comprendre un petit peu quels facteurs pouvaient influencer ces activités physiques et ces comportements sédentaires donc chez ma population cible. Mon objectif, c'était de réaliser une étude exploratoire donc, qui se basait sur des entretiens individuels. Voilà, donc ça, c'est pour planter un petit peu le décor autour du protocole que j'ai déposé au comité d'éthique. Rapidement, on peut se poser la question, pourquoi j'ai eu besoin de ce passage devant un comité et surtout, à quel moment je me suis rendu compte que je devrais passer devant ce comité. Alors, je m'en souviens très bien, c'était pendant une réunion de travail avec mes encadrants de thèse, où mon co-directeur, qui lui travaille au CHU de Grenoble, m'a mis en garde sur le fait que durant les entretiens, il y avait une forte possibilité que les personnes partagent avec moi des données, des informations qui seraient en lien avec leur santé, leur état de santé. Et ça peut être des informations qui sont considérées comme sensibles. Ensuite, comme je souhaite travailler avec des populations défavorisées, c'est des populations qui peuvent être considérées comme vulnérables. Donc, il m'a fortement recommandé d'avoir recours à un comité d'éthique pour valider mon protocole. J'avoue qu'à ce moment-là, moi, j'avais très peu de connaissances sur le sujet. Je ne savais pas quelle démarche faire, vers qui me tourner, voilà, comment rédiger, comment monter un dossier, tout ça. J'avais très peu d'informations. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet et je suis rapidement tombé sur le site du CERGA, qui est le comité d'éthique et de la recherche de l'Université de Grenoble. Sur ce site, il mettait bien en avant la nécessité de rencontrer le DPO de l'université. Euh, à ce moment-là, le DPO, moi, je ne sais pas qui c'est et je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, en me renseignant un petit peu, je vois que c'est le délégué à la protection des données. Et en fait, cette personne est formée justement à ces questions d'éthique et de déontologie. Et son rôle, ça va être d'aider les chercheurs à rédiger leur protocole en intégrant ces questions d'éthique sur tout le déroulement de leur recherche. Donc, je prends rendez-vous avec ce DPO et pendant notre premier entretien, c'était beaucoup de questions sur mon protocole de recherche et sur toutes les phases en fait du protocole. À partir du moment où je vais recruter les personnes jusqu'au moment où je vais valoriser les données sous forme d'articles. Et donc, c'est beaucoup de questions comme ça sur toutes les phases. Et j'avoue que au début, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions de façon très précise parce que peut-être que je n'avais pas forcément très bien travaillé le sujet en amont, mais en même temps, au niveau sur ces questions d'éthique, vu que je n'avais pas de formation, très peu de connaissances, je n'ai pas pu lui apporter directement des réponses. Donc pour ça, cette rencontre, elle a été extrêmement riche et formatrice pour moi, parce que j'ai appris énormément de choses sur la façon de recruter les personnes en fonction de nos objectifs de recherche, tout ça. Donc cette rencontre m'a vraiment apporté énormément d'informations. À la suite de ça, donc, j'ai repris le temps de retravailler un petit peu mon protocole de recherche en intégrant bien tous les commentaires que le DPO avait pu me faire pendant cette rencontre. Et à la fin de cet entretien, il m'a dit que je devrais rédiger un dossier SARGA et soumettre ce dossier à un comité qui validera
ou non mon protocole de recherche. Donc, ce dossier, il recouvre trois grands points. Le premier point, ça va être sur comment les personnes, les participants vont être recrutés et quels vont être leurs droits. Là, c'est important de préciser si on va recruter les personnes, par exemple, par mail ou si ça va être en face à face directement. Et ensuite, il y a une grande réflexion à avoir sur les droits des participants. Est-ce que les personnes vont pouvoir se retirer à n'importe quel moment de la recherche? Est-ce que leurs données devront être détruites immédiatement après leur souhait de se retirer de la recherche? Voilà, toutes ces questions-là aussi doivent être abordées et doivent être explicitement mentionnées dans le dossier. Il faut aussi réfléchir à la façon dont on va leur envoyer leurs droits. Est-ce qu'on les informe voilà, avant? Est-ce qu'on fait un petit récapitulatif aussi après les résultats? Parce que si les personnes veulent avoir une petite synthèse en fait, des résultats de la recherche, c'est leur droit et le chercheur doit leur envoyer ces résultats-là après la réalisation de la recherche. Le second grand point, c'est sur quelles vont être les données collectées et surtout comment ces données vont être collectées. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai expliqué que j'allais réaliser des entretiens, que j'allais enregistrer les entretiens, qu'ensuite j'allais les retranscrire. Une fois la retranscription terminée, que je devrais supprimer l'enregistrement audio, tout ça. Donc là aussi, c'est pas à pas montrer comment cette collecte va s'effectuer et quelles vont être les données qu'on va collecter. Là, je me souviens très bien que le DPO m'avait dit que certaines données, telles que le nom, prénom, au vu de mes objectifs, ce n'est pas forcément intéressant d'avoir ces données-là. Donc, on peut s'en affranchir et comme ça, petit à petit, on peut voir certaines données qui sont vraiment essentielles, étant donné les objectifs de recherche qu'on a, et certaines données qui, au final, ne sont pas vraiment pertinentes. Donc là aussi, il faut avoir cette réflexion sur quelles vont être les données vraiment importantes à collecter et quelles vont être les données qu'on peut éviter et mettre de côté. Et enfin, le dernier grand point, ça va être sur le traitement des données et comment ces données vont être stockées. Là, c'est important de préciser comment on va traiter, comment on va analyser nos données et ensuite comment vont être stockées ces données. C'est-à-dire, le stockage, ici, j'entends, est-ce que ça va être uniquement sur votre ordinateur portable personnel? Est-ce que c'est sur un disque dur? Est-ce que c'est sur un ordinateur qui est au laboratoire? Qui a accès aux données? Voilà. Donc ça, c'est des petits détails au début sur lesquels moi, je n'avais pas du tout réfléchi mais qu'on est obligé quand même de détailler dans ce dossier. Donc là, voilà, vous avez en tout cas donc, pour ce dossier Sargala, donc propre à l'Université de Grenoble, ce sont vraiment ces trois grands points qui ressortent. Sur la rédaction du dossier, sur le temps de rédaction, si en amont, on a bien réfléchi à ces questions, il se rédige assez rapidement. Voilà, moi je sais que en une demi-journée, je pense que je l'avais rédigé, donc ça ne prend pas non plus trop de temps. Une fois que ce dossier a été rédigé, je l'ai envoyé donc au comité Sarga. Et là, le comité Sarga me dit, d'accord, on a bien reçu votre dossier, maintenant il va y avoir une audition durant laquelle vous allez venir et vous allez donc présenter votre projet de recherche. Donc là, je me souviens, donc j'étais avec ma directrice de thèse et on était devant à peu près 10-15 personnes qui étaient issues de différentes spécialités. Et pendant ces 10 minutes, j'ai présenté mon dossier voilà, en revenant sur les principaux points donc, que j'ai évoqués avant, sur le recrutement, comment allaient être collectées les données et après comment elles allaient être traitées. On peut répondre à certaines questions sur des points qui n'auraient pas forcément été très clairs dans le dossier. Moi, je me souviens que j'avais eu des questions sur les critères d'inclusion et de non-inclusion. Voilà, je n'avais pas été très clair dans le dossier et il m'avait demandé donc de me justifier sur ce point-là. Et à la suite de cette audition, voilà, donc ils vous disent que la demande a bien été prise en compte et qu'on va avoir un résultat assez rapidement. Effectivement, le résultat, je l'ai eu assez rapidement. Quelques jours après, il me semble que c'était 2 jours après l'audition, ils m'ont envoyé un mail, donc comme quoi mon protocole était validé, mais avec une demande de modification mineure.
Donc là, c'était sur ces critères d'inclusion et de non-inclusion. Je devais repréciser quelque chose. Donc, j'ai repris un petit peu le protocole, j'ai réécrit cette partie, je leur ai envoyé par mail et il me semble que c'est 1 ou 2 heures après, j'ai eu la validation, voilà, comme quoi c'était bon et j'ai eu un numéro d'agrégation qui me permet de prouver, si je souhaite publier les résultats issus de ces entretiens, comme quoi ben, mon protocole est bien passé devant un comité d'éthique. Et après, vous pouvez aussi, si par exemple il y a des modifications qui sont faites durant la recherche. Moi, ça a été le cas parce qu'au début, je devais faire les entretiens en face à face et ça arrivait, je devais commencer en mars 2020, donc ça arrivait en même temps que le Covid, donc du coup, j'ai dû faire des entretiens à distance. Donc là, j'ai fait une demande d'amendement en fait où j'explique que ben, je dois passer sur les entretiens à distance, que je ne peux plus les faire en face à face et le comité doit revalider en fait le protocole. Mais là aussi, c'est extrêmement rapide. Je l'ai envoyé le matin. Le soir, ils m'ont dit que c'était bon. La demande d'amendement avait été validée. Donc ça, c'est possible aussi quand on a des gros changements durant le protocole, de pouvoir faire une demande d'amendement et d'informer en fait le comité qu'il y a une certaine modification qui est apportée au protocole. Enfin, si je veux finir sur tous les apports de cette démarche, en premier, je dirais que personnellement, moi, ça m'a permis de prendre énormément de recul sur mon protocole de recherche. C'est-à-dire que ça m'a vraiment permis de voir pas à pas, étape par étape, comment allait se dérouler ma recherche. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif et ça m'a vraiment permis, je trouve, de solidifier mon protocole parce que j'étais capable de le justifier du début jusqu'à la fin. Chaque étape, je pouvais la justifier et je pouvais justifier les choix, pourquoi je partais dans telle ou dans telle direction. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant comme démarche. Le deuxième point, ça rejoint un petit peu le premier, c'est sur la transparence. Aujourd'hui, je pense que dans la recherche et marketing, on nous demande de plus en plus d'être transparent sur nos recherches. Et là, le fait de devoir fournir un dossier en amont de sa recherche sur tout ce que l'on va faire, comment on va analyser, comment on va collecter les données, comment on va les stocker, ça amène beaucoup de transparence sur sa recherche. Et pour moi, c'est un point qui est assez important dans la conduite bah, d'une recherche éthique. Et enfin, je trouve que c'est un gain de temps, dans le sens où, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a certaines données où des fois on peut être tenté de les collecter au cas où, mais on se rend compte que par rapport à nos objectifs de recherche, ce n'est pas forcément cohérent de collecter ces données. Et donc, ça va nous faire gagner du temps à la fois bah, du côté du chercheur et du côté du participant. Nous, ça va nous éviter de collecter certaines données et le participant de perdre un petit peu de temps sur ces données. Et du coup, il va pouvoir se focaliser peut-être sur d'autres questionnaires ou d'autres, si on prend l'exemple d'entretien, passer un petit peu plus de temps sur d'autres termes, voilà, pour avoir des données un petit peu plus riches. Donc moi, je vois ça comme un gain de temps, à la fois pour le chercheur et à la fois pour le participant. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'expérience que j'ai pu avoir. Donc globalement, c'est vrai qu'au début, comme je vous l'ai dit, j'avais très peu de connaissances. Et avec la rencontre du DPO, voilà, l'audition devant le comité, ben, petit à petit, on se forge un petit peu une petite culture éthique vis-à-vis de la recherche. Mais c'est quelque chose de très formateur et de très intéressant. J'espère que cette vidéo aura peut-être pu éclaircir certaines zones d'ombre. Et si vous avez des questions voilà, bah, sur ces réflexions, sur ces questionnements éthiques et déontologie euh, vis-à-vis de la conduite d'une recherche, n'hésitez pas à contacter la commission. On vous répondra avec plaisir. Merci de votre attention et puis je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches.